En 1971, j'ai eu la possibilité d'aller travailler avec une équipe américaine, celle de William Laughlin, qui travaillait dans les îles Aléoutiennes, qui avait un énorme programme d'études des îles Aléoutiennes sur c'était international et multidisciplinaire, et ça comportait des recherches sur la géologie, le climat, la faune, la flore, beaucoup des recherches d'archéologie sur la population. Et à ce titre, j'ai été invitée par Laughlin, qui était de passage à Paris, qui a proposé que je vienne. Alors que je sois enseignante à l'Université du Connecticut dans son équipe, et que je les accompagne, que je fasse une recherche dans les îles Aléoutiennes. Ce qui a pu alors donc j'ai été visiting assistant professor à l'Université du Connecticut de février à juin, et puis alors dans l'équipe de Laughlin, et après nous sommes partis dans les îles Aléoutiennes, c'est-à-dire en Alaska. Vous voyez sur la carte, c'est le sud de l'Alaska, c'est ce chapelet d'îles qui part vers la Sibérie. Et j'ai pu, pendant un temps, alors j'ai travaillé dans deux îles différentes, l'île d'Umnak à Nikolski, où l'équipe de Laughlin était basée et faisait des fouilles préhistoires à Anangula et dans le village d'Umnak. Et puis moi, il y avait un petit village à Aléout que j'allais questionner. Et après ça, je voulais être dans un endroit seul pour faire une enquête personnelle. Et je suis donc allée, j'avais choisi le village d'Akutan. Akutan, c'est un tout petit village de 80 personnes qui était en fait une population, la fin d'un isolat aussi, là encore. Je dis fin parce que l'isolat qui habitait là avait été très malmené, d'abord par les Russes. Il faut dire que les îles Aléoutiennes ont été russes, conquises par les Russes et utilisées par les chasseurs de fourrure russes pendant extrêmement longtemps, je pense de 1741 jusqu'à la vente de l'Alaska aux États-Unis. Les chasseurs de loutres russes, en fait, ne savaient pas chasser la loutre eux-mêmes. Donc, ils confiaient le travail aux Aléoutes et ils les obligeaient à sortir par tous les temps, quoi qu'il arrive. Et donc, il y a eu une chute de la population qui avait été estimée à 16 000 habitants au moment de sa découverte et a chuté dramatiquement et très vite. Et quand je suis allée sur tout l'archipel, il y avait 2000 et quelques personnes. Donc les Aléoutes ont subi donc cette colonisation russe très brutale. Le grand jeu, c'était de mettre des Aléoutes les uns devant les autres et de voir avec une balle combien on peut en tuer. Le record ayant été 7. Bon, enfin, c'est vous dire que l'épisode russe a été effroyable. Alors, après, sous domination américaine, il y a eu un autre épisode très dramatique pour eux. C'était la Deuxième Guerre mondiale où, comme il y avait un foyer de guerre dans cette région, on les a tous évacués.
vers le nord des États-Unis. Et ils n'ont pu revenir chez eux qu'après la fin de la guerre. Donc, ils ont attrapé des maladies, enfin, l'histoire de cette région est très terrible et très brutale. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de rappeler autour du village d'Akutan cette histoire dans le livre publié par la Flynn et Harper sur les premiers Américains, c'est-à-dire les habitants de cette région. J'ai un chapitre là-dessus. Alors, partir avec l'équipe américaine, c'était une découverte pour moi, parce que je partais avec... D'habitude, j'étais seule, là, j'étais en groupe. Et il fallait... Et j'ai été absolument étonnée par le déploiement de matériel qu'il y avait pour cette mission. Pas la mienne, mais la leur en général. Des motos tout-terrain, des petites... des maisons qui se clipent, mais qui sont parties au premier coup de vent, parce que le climat des Aléoutiennes, c'est effroyable. Effroyable, c'est venteux et humide, c'est terrible. C'est un chapelet d'îles volcaniques, c'est extrêmement beau. Quand par hasard il fait beau, c'est absolument somptueux, mais le climat est terrible. Donc, ils avaient la nourriture lyophilisée aussi. Donc... Et j'arrivais dans un endroit, Umnak, le village de Nikolski, et je voyais la population aller se servir sur l'estran à marée basse, ramasser des oursins, des chitons, des tas de choses. Et j'allais avec eux, et puis je mangeais la même chose qu'eux. Et alors les Américains m'ont dit, mais Joël, tu manges des oursins? Je dis, ben oui, je mange des oursins. Et comme c'est très cher en France, je préfère l'oursin d'ici qui est complètement gratuit. Donc voilà, donc c'était un peu une découverte sur une autre façon de travailler. Alors, quand je suis partie à Akutan, j'ai été accompagnée par Bill Laflin pour m'introduire. Et ce petit village d'Akutan était fondé en 1879. Les maisons étaient toutes en bois. Et je faisais l'ethno-histoire de cet isolat maintenant réduit à ce village, à travers ce que me disaient les gens. Et puis il y a eu aussi des fouilles archéologiques, pas mal de choses qui sont venues de Turner, qui sont venues compléter mes informations. Et comme j'avais eu l'habitude de mener des enquêtes sur les femmes et la famille, j'ai fait la même... j'avais fait ça au Groenland, à Masaryk-sur-Elvison. J'ai utilisé le même type d'enquête à Kutan. Alors, pour ce genre d'enquêtes, qui sont des enquêtes extrêmement personnelles et un peu intrusives, je me faisais accompagner par une sage-femme. La même chose à Massaly, quand c'était sur les premières règles, les intervalles intergénésiques, etc., des choses où les femmes auraient pu un peu être réticentes. Le fait d'être accompagnée par une sage-femme garantissait que, ça resterait confidentiel, parce que, comme je dis, on a toujours mis des noms, enlevé les noms et mis des codes, des numéros codés pour ne pas entrer dans l'histoire des familles. Donc, j'ai pu mener ça, et ça m'a permis de faire quelque chose de comparatif avec ce que j'avais commencé au Groenland oriental. Et puis, j'ai eu un merveilleux informateur, que vous voyez sur cette photo, qui s'appelait Bill Cherepanov, et qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, j'avais une maison. Alors, Bill Laflin voulait que j'habite sous la tente. J'ai dit pas question, parce que je savais qu'il y avait des problèmes d'alcoolisme, et je me suis dit, je ne veux pas me battre avec des gens.
Donc, finalement, j'avais une maison, une baraque, qui l'eau coulait à travers le fil électrique, enfin c'était assez sommaire. Et il m'avait, pour me protéger, j'avais 2 petites jeunes filles qui venaient dormir là. Alors, Bill Cherepanov venait me voir tous les jours. Il ne voulait pas parler dans sa maison, c'est-à-dire il ne voulait pas parler devant les autres. Il venait chez moi et il voulait me livrer ce qu'il savait de sa culture. Et ça, j'ai eu une chance absolument extraordinaire parce que j'ai eu le meilleur informateur de toute la chaîne, sans aucun doute, sous la main. Et puis alors, il était charmant parce qu'il me disait, écoute, aujourd'hui, je ne dirai rien parce que tu vas te faire beaucoup d'argent avec ce que je t'ai dit. Donc, je ne dis plus rien. Je dis, écoute, fais-moi une visite d'amis. Hein. Je ne me ferai pas d'argent avec ce que tu me dis, mais fais-moi une visite. Et puis, ça le démangeait. Il me disait, j'en ai encore rien que je t'ai pas, une chose que je ne t'ai pas dit. Et puis, il partait. C'était vraiment un lien très charmant et très agréable. Et puis, il m'a donc alerté sur l'histoire des femmes qui étaient trop, peut-être, dangereuses vis-à-vis du succès à la chasse. Donc, on ne va pas à la chasse en présence d'une femme. Et après, alors, je me suis dit, ben voilà un sujet qu'il faut un peu creuser. Donc j'ai essayé de savoir un peu ce que, et j'en ai fait d'ailleurs une publication, Rôle de la femme à Hollywood. La femme était, surtout la femme aux âges où elle est encore en âge de se reproduire, elle est donc, elle a une certaine puissance magique elle-même qui peut se retourner, faire fuir les animaux, qui peut... Donc l'homme doit être très vigilant et ne pas l'associer à des choses qui pourraient compromettre le succès à la chasse, et même non seulement le succès, mais aussi risquer l'accident. Alors, comme comparaison avec la côte orientale du Groenland, on trouve ça, la femme, mais la femme qui a un rôle un peu dangereux, mais dans certaines périodes de sa vie. C'est quand elle est au moment du veuvage, au moment de ses règles, au moment dans différents épisodes de sa vie, mais pas toute sa vie. Tandis que là, chez la femme à Hollywood, c'est attention de bien compartimenter. Et notamment pour la construction du kayak, parce qu'il n'y avait plus de kayak quand je suis allée dans les îles Aléoutiennes, depuis déjà un certain temps. Mais je l'ai demandé qu'il me parle de la construction du kayak à Léout, Igiarc, et j'ai pu en faire une publication par la suite avec tout ce qui... il m'a donné les mesures du kayak qui étaient ces mesures corporelles, et il a en même temps expliqué que pendant il fallait surveiller qu'il n'y ait pas un cheveu qui tombe dans la couture, parce qu'un cheveu de femme, c'est des femmes qui faisaient la couture, pas un cheveu qui tombe, de peur que ça porte malheur. Alors, donc j'ai eu la possibilité d'avoir des informations sur l'époque passée. Maintenant, ils se reconstruisent. On revient beaucoup. Il y a les Aléoutes contemporains reconstruisent des kayaks à trois passagers. Alors, en réalité, c'était le plus souvent 2 passagers, 2 chasseurs pour partir à la chasse à la loutre, parce que les courants sont très forts, il vaut mettre 2 pour avancer. Et parfois, il y avait 3 passagers, mais au milieu, c'était soit le prêtre orthodoxe, soit l'administrateur qui était transporté comme ça dans le kayak à 3 trous d'hommes.
Alors, grâce à cet informateur, j'ai eu vraiment beaucoup d'informations sur la culture aléoute qui était terminée, parce que c'est une société très, très occidentalisée du fait de tout le déplacement pendant la guerre, les retours dans leur village, des maisons neuves, etc. Et c'est donc un peu récupérer, avant que ça ne soit perdu, des informations. Alors, il m'est arrivé une histoire assez étonnante, c'est que à peine j'étais arrivée dans le village, très peu de temps après, il y a un bateau-usine qui vient s'ancrer pour traiter le crabe royal, king crab. Et tout à coup, toute la population du village valide va travailler sur le bateau. C'était un petit village de 80 personnes. Bon, les hommes valides partent en petit canot travailler à bord du bateau-usine et reviennent le soir. Et moi, je me retrouve un peu ennuyée parce que je me dis, je ne peux pas attendre que les gens reviennent du bateau fatigués pour aller les voir et essayer de récupérer, faire des enquêtes. Et bon, aller travailler avec eux, ça risque de ne pas plaire du tout à la Flynn, parce que ce n'est pas pour ça qu'il m'a envoyé. Donc j'étais très, très perplexe, et puis finalement je me suis dit, bon, j'y vais. Donc je suis allée avec eux pendant une période, et puis après, ils étaient tellement contents de me voir avec eux que je n'ai pas eu besoin d'y rester tout mon séjour loin de là. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais 10 heures debout, c'était du travail à la chaîne. Là, mais il y avait une très bonne ambiance. Quand ils voyaient que je commençais à flancher, ils chantaient « Hey Joe !» Et le soir, ils défilaient pour me livrer des plats tout préparés. Enfin, c'était tout à fait sympathique. Et je pouvais alors leur poser, aller le week-end et le soir chez eux. Et ils étaient ouverts et coopératifs. Alors après, j'ai changé quelques lettres avec la Flynn, mais je dis je ne vais pas lui parler de ça parce que ça lui déplaît. Alors, quand je l'ai rencontré, je dis bah, maintenant, j'attaque le problème. Et je lui dis voilà, j'ai eu vraiment à décider d'une chose difficile. Et il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allée travailler sur le bateau. Et il me dit mais c'est exactement ce qu'il fallait faire, mais aucun PhD américain ne l'aurait fait. Bon. Il aurait attendu toute la journée que les gens reviennent. Bon, voilà. Et j'ai fait un film là-dessus, La saison du crabe royal, à Kutan, la saison du crabe royal. Et bon, on voit aussi cette partie de bateau-usine. C'est ça, la caméra servant de crayon. On note ce qu'on voit et puis... alors, le mauvais temps, c'est terrible. Quand je suis repartie, je suis restée le plus longtemps possible. Je suis repartie, d'ailleurs, les Américains étaient déjà tous repartis. Je suis partie, j'ai fait 21 escales pour rejoindre en Corée, parce qu'on partait avec des petits avions, on partait d'un point pour aller à un autre. Entre-temps, ce n'était pas possible, on allait ailleurs. Enfin, du coup, j'ai visité pas mal de lieux sur la chaîne des Aléoutiennes. Voilà cet épisode qui m'a permis donc d'avoir des contributions ça faisait partie du programme biologique international IBP qui a été lancé. Voilà, ça pour le kayak aléoute, ça pour l'étude de l'endogamie de cette population. Et puis il y a un autre article sur la femme aléoute, rôle et pouvoir de la femme aléoute.